Bonsoir à tous et à chacun. Très heureuse de vous retrouver pour le compte de votre émission bi-hebdomadaire Le Rendez-vous. Le rendez-vous de ce soir, afin de passer en revue l'actualité, nous avons jugé bon échanger avec M. Pierre Boukassa, qui est le président d'un parti politique qui vient de voir le jour. Le parti, c'est RAPEC, Rassemblement des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Congo. Voilà, c'est intéressant. Nous allons chercher à en savoir plus au cours de cette émission. Monsieur Pierre Boukassa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec plaisir. Voilà, Rassemblement des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Congo, ça semble bien, ça sonne bien, je me dis, et c'est un peu de nous parler de cette formation politique. En fait, ce n'est pas une nouvelle formation parce que ça fait depuis 2020 qu'on est là. Mais c'était en gestation. Pas comme parti politique? Non, toujours comme parti politique. Il y avait l'association Union nationale des agriculteurs, qui était un syndicat, et le parti politique que nous avons à plusieurs reprises annoncé que ça allait sortir. Ce n'est que maintenant qu'on a eu tous les documents. Mais sinon, c'est depuis 2020 que nous avions entamé les démarches au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, pourquoi avons-nous créé ces partis? Peut-être vous allez vous demander, parce qu'il y a plus de 800 partis. Chaque année, les partis se créent. Le grand problème, ma soeur, c'est que depuis que nous passons ici sur vos antennes, nous n'avons cessé de dire que nos intellectuels, donc les politiciens congolais, aussi bien que les professeurs congolais, ont échoué dans la politique du pays. Ce qui fait que nous avons vu de la bouillabaisse, nous avons vu du n'importe quoi. Chaque fois qu'on met soi-disant intellectuel qui vient d'Europe, qui vient d'ailleurs, ou bien qui a fait ses études ici, la première des choses, c'est de voler. Et cette mentalité doit changer. Pour qu'elle change, il faut un sang nouveau dans la politique du Congo. Et ce sang nouveau, nous osons croire que c'est des agriculteurs. C'est pour ça que nous nous sommes dit, on en a marre de tous ces vendeurs de notre pays. On en a marre de tous ceux qui font que le pays est en train de sombrer et leurs enfants sont en Europe ou en train de se réjouir de nos richesses. C'est comme ça que nous, agriculteurs, et comptant sur le discours du président de la République, qui a dit que c'est la revanche du sol par rapport au sous-sol. Nous voulons que cela devienne une réalité et les agriculteurs, les pêcheurs, les éleveurs se sont regroupés pour justement prendre le pouvoir et montrer à la face du monde que ce sont les seuls qui peuvent réellement diriger ce pays et les seuls en qui on peut croire comme de véritables Congolais. Voilà. Malgré que le pays assiste à un spectacle relatif à la floraison de partis politiques, je me dis quand même un parti pour les agriculteurs, c'est parti est le bienvenu. Mais vous allez procéder comment pour marquer vos empreintes, pour convaincre, pour donner à manger aux Congolais? C'est ce qui préoccupe au plus haut point. Vous savez pourquoi nous sommes là? Je vais aussi vous dire que nous avons vu au niveau de l'hémicycle, aussi bien du Parlement que du Sénat, personne parlait du secteur agricole. Et la plupart des ministres qu'on nomme, c'est juste un semblant. On fait en sorte que le ministère ne soit pas un méga ministère. Et les lois sur lesquelles nous pouvions compter, comme la loi sémencière, le code agricole qui devait être étoffé, tout et tout au Parlement, on n'en parle pas. Et il y a plusieurs lois dans notre secteur qu'on ne veut pas aider le président à promulguer. Comme c'est ça, alors nous sommes dans ces partis pour que cette fois-ci, nous puissions à tous les niveaux des instances dirigeantes de notre pays, nous puissions nous retrouver là-dedans. C'est ça notre objectif en ce moment. Bien sûr, la présidence viendra après. Maintenant, nous cherchons d'abord à être à l'hémicycle, être dans les ministères, être dans les communes, un peu partout. Un agriculteur à la tête de la République démocratique du Congo, c'est faisable. C'est faisable. Et ça va résoudre le problème de donner à manger aux Congolais, parce que jusqu'à maintenant, les Congolais ne mangent pas à leur faim. Vous savez, beaucoup de gens croient que l'agriculture, c'est tout simplement le fait d'aller cultiver, ou bien le fait de s'aimer, ou la pêche, d'attraper les poissons. Non. L'agriculture, maman et monosaïque, ça veut dire que l'agriculture, à toute époque, correspond à une certaine agriculture. C'est que vous verrez qu'on peut retrouver en agriculture les époques que nous avons traversées dans notre pays. À l'époque du président Kassavou, quel secteur on était en train de prôner dans l'agriculture?
comment est-ce qu'on pêchait à Kisangani. Donc vous retrouvez l'histoire, la géographie, tout ce que vous voulez dans le secteur agricole. Donc ce qui fait que nous connaissons notre pays. Nous sommes sûrs qu'avec les agriculteurs à la tête de ce pays, nous pourrons arriver à l'autosuffisance alimentaire. Nous l'avons tellement prôné. Les moyens sont là. Mais sauf ceux à qui on remet ces moyens ne comprennent pas comment s'organiser pour que le peuple travaille. Nous avons besoin d'une banque de crédit agricole pour les agriculteurs. Où en sommes-nous depuis que Son Excellence, Monsieur le Président, a tellement parlé de ça? Nous attendons. Nous étions sûrs que cette fois-ci, avec ça, on allait démarrer. Mais jusque-là, ça fait 5 ans. Nous sommes là en train d'attendre. Nous allons encore passer encore à 5 ans, autres 5 ans. Mais où allons-nous? Et nous autres agriculteurs, nous connaissons bien notre pays, ne vous en faites pas. Même quand on est en train de dire le conflit entre nous, le Rwanda, le Patati, tout ça, les frontières, nous connaissons nos frontières parce que nous y cultivons et nous élevons là-dessus. Donc nous pouvons vous dire que notre pays se limite à tel endroit parce qu'il y a nos gens qui font des champs à cet endroit-là. Et comment est-ce que, M. Pierre Bokassa, vous évaluez les secteurs agricoles congolais? En tout cas, pour le moment, je vous assure que nous n'avons encore même pas fait un quart de notre potentialité. C'est que nous sommes pratiquement en train de patauger, de faire du surplace. C'est qu'on parle beaucoup, mais on réalise peu. C'est ça le grand problème. Parce que non seulement vous êtes le président national du Rassemblement des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Congo, mais je sais que vous coordonnez aussi l'INAGRICO, qui est l'Union nationale des agriculteurs et éleveurs du Congo. Cette structure qui existe depuis Belle Lurette, je me dis, les résultats est probant par rapport à ce que la lutte menée par l'INAGRICO et par rapport à ce que vous comptez faire comme parti politique. En tout cas, c'est une très bonne question. Je vais vous dire une chose. N'eût été l'INAGRICO, il n'y aurait plus de ceinture verte de Kinshasa, ni de l'intérieur. C'est que beaucoup ont eu du recul parce que l'INAGRICO a défendu les agriculteurs un peu partout. Et à ces jours, je peux vous rassurer qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs dans les prisons du Congo. Donc ce qui fait que tout ça, c'est l'effort de l'INAGRICO. Et en plus de cela, le parti pourra permettre à ces agriculteurs de pouvoir faire entendre leur voix. Vous comprenez? L'INAGRICO, en tant que syndicat, c'était bien. C'est bien. Mais à chaque fois, vous trouvez toujours des chefs coutumiers, des généraux, des colonels qui ont parfois des ramifications à tous les niveaux, qui font étouffer la voix de ces paysans. Et en plus de cela, il y a eu quelque chose qui a biaisé beaucoup notre secteur. En 1974, le président Mobutu avait prononcé, il y avait une loi à l'époque du président Mobutu qui faisait que les agriculteurs étaient surtout gérés par des arrêtés ministériels, ce qui fait que nous n'avions pas les documents individuels. Donc les agriculteurs, les maraîchers maintenant de la ville de Kinshasa, beaucoup n'ont pas leurs documents. C'est juste des arrêtés ministériels. Alors quand le chef coutumier, connaissant cette faiblesse, ou les généraux, ou les ministres, connaissant les faiblesses des agriculteurs, qu'est-ce qu'ils font? À chaque fois, ils vont devant les cours et tribunaux, ils attaquent l'individu. Mais l'individu n'a qu'à l'arrêter. Ce qui fait qu'on perd tout le temps les procès parce que nous n'avons pas des gens qui peuvent réellement nous défendre. Et on ne sait pas justifier aussi comment 2000 personnes peuvent avoir juste un seul document. Alors qu'il faudrait que chacun ait ce document. Et en plus de cela, madame, il y a ces problèmes de mercurial du sol, le cadastre agricole. Qu'on le veuille ou pas, quand vous allez en France, vous voulez acheter un terrain agricole, mettons, à Orléans. On vous dira que l'hectare à Orléans, à tel endroit, coûte 20 000 euros. Vous allez en Estonie, 13 000 euros. Mais chez nous ici, ça dépend de la tête du client. Si on voit un ministre, ça passe de 30 $ à 10 000 $. Et là, vous incombez la responsabilité à qui? Madame, je ne suis pas là pour incomber des responsabilités, mais ce qui est sûr, c'est que le ministère doit jouer un rôle très important à ce niveau-là. Et au niveau du Parlement aussi, il devrait jouer un très grand rôle. Mais on dirait que l'agriculture, parce que pour moi, quand on sépare même la pêche et élevage, un ministère, agriculture, un ministère, développement rural, un ministère. Moi, j'ose croire que les trois là devraient être réunis. Ça ne sert à rien de séparer ça. Mais l'agriculture, c'est comme si c'est les cadets des soucis de notre gouvernement. On en parle de moins en moins. Ces secteurs ne se développent pas. Oui. Vous êtes un parti politique, mais non. Vous allez procéder comment?
pour qu'il y ait, je n'essaie de le répéter, l'agriculture de compétition, pour qu'on parle de l'agriculture comme priorité des priorités? Je vous ai dit, d'abord, nos objectifs, c'est avoir aussi le pouvoir. Deuxième chose, c'est que nous devons, à tous les niveaux, par exemple au ministère de l'Agriculture, ça doit être un agriculteur qui connaît bien son secteur, qui doit être là. Au ministère du Développement Rural, ça doit être aussi quelqu'un de notre domaine, du secteur. Au ministre, le ministre de Pêche et Élevage, ça doit aussi être, coûte que coûte, quelqu'un du domaine. On ne peut pas tout le temps nous mettre des gens qui sont en train d'apprendre dans les tâches. C'est vrai, il y a des gens intelligents que j'apprécie, je sais que c'est des gens qui peuvent faire beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. Mais à chaque fois que nous attendons qu'on nous mette les gens qui comprennent le domaine, comment voulez-vous que notre pays qui possède, ne fût-ce que tous ces intellectuels, nous manquons aujourd'hui de connaître, d'avoir même le cadastre agricole. Nous manquons même que les lois soient prononcées au Parlement. Rien que la loi sémencière. Depuis 1975, maman, j'ai assisté à beaucoup d'experts qui sont venus soit du Maroc, de Tunisie. S'il y a des députés mais s'il y a des députés qui comprennent notre souci, ne fût-ce que maraîchers, ils vont défendre la Ils vont défendre, même les pêcheurs, ils vont défendre. Parce que là-bas, il y a quand même une commission qui est chargée de notre secteur. Mais cette commission, où est-elle? À chaque fois qu'on est en train d'élire des députés, arriver là-bas, c'est juste qui dit oui, qui dit non. Les députés vont booster pour qu'il y ait des lois qui protègent le maraîcher. Qui protègent, pas les maraîchers, les agriculteurs. Les voilà. agriculteurs congolais. C'est un peu ça. Il faut qu'on sache où est-ce que nous pouvons exploiter et à quel niveau nous pouvons laisser que l'urbanisation puisse se développer. Vous comprenez? Mais ce n'est pas que partout, parce que pour faire les champs, maman, il faut vous dire, vous ne pouvez pas faire les champs en une année. Pour faire les champs, ça doit vous prendre 5 ans pour arriver à réunir tous les moyens vous permettant de pouvoir gagner l'argent. 5 ans. Les agriculteurs sont butés jusqu'à maintenant au problème des lotissements de l'ère de sites agricoles et consorts. Tout ça là, nous vous avons vu être appréhendés aussi à maintes reprises pendant le régime passé. Bon, maintenant ça s'est calmé un tout petit peu parce que c'est comme si vous avez pris un peu de recul, ainsi de suite. Là aussi, il y a beaucoup à faire. Madame, j'ai envie de vous dire une chose, je n'ai pas pris de recul. Pas du tout alors. Au contraire, nous avons changé de stratégie. Et notre stratégie, c'était comment renforcer les capacités des agriculteurs. La place des agriculteurs, c'était la rue pour C'était la rue. Mais n'oubliez pas une chose. Pour manifester les ras-le-bol. Voilà. Madame Jean, tel n'est pas le cas maintenant. Voilà, c'est la place des agriculteurs, c'était la rue. Mais aujourd'hui, nous avons compris que la rue a donné ses résultats et aussi nous avons vu les faiblesses de cette rue-là. Ce qui fait qu'en ce moment, nous nous sommes dit, essayons de trouver une autre stratégie. Pour que notre voix soit entendue, ça ne sert à rien de trop gesticuler ou quoi que ce soit. Arrivons nous-mêmes au pouvoir et imposons alors notre vision des faits. Vous comprenez? Parce que tant que nous serons faibles, parce que il faut se dire à un moment donné, quand vous êtes bousculé, vous faites des manifestations, c'est bon, bien beau, mais quand on vous arrête, les gens là qui viennent pour essayer de vous défendre, souvent c'est les mêmes qui marchandent pour qu'ils prennent soit qu'ils fassent les lotissements ou qu'ils prennent nos terrains. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas au pouvoir. Nous sommes comme des observateurs, des spectateurs. Mais maintenant, nous voulons être des acteurs. C'est ça la différence de tout ça. Mais on peut connaître quand même comment est-ce que M. Pierre Bokassa et les autres comptent s'organiser pour implanter le parti politique RAPEC dans toute la République démocratique du Congo et intéresser, attirer l'attention aussi de tous les agriculteurs de notre pays. Merci beaucoup, madame. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. N'oubliez pas que nous étions avec vous en 2001 quand nous avons commencé l'UNAGRICO. L'Union nationale des agriculteurs nous a permis d'implanter déjà, d'implanter nos gens, de mettre nos gens à travers tout notre pays. Aujourd'hui, RAPEC va suivre un peu les traces et va aussi faire comprendre à ceux qui n'avaient pas compris notre vision de s'intégrer et de pouvoir se dire, nous aussi, nous pouvons y arriver. Vous comprenez? Parce que souvent, les agriculteurs sont pris comme des laissés pour compte. Mais ce n'est pas ce que nous cherchons. Les laissés pour compte, c'était avant. L'agriculture, priorité de priorité, ça a toujours été l'heure d'Adam et ils n'ont jamais fait quelque chose. Mais maintenant, c'est maintenant ou jamais. Nous allons nous battre, que nous puissions avoir des députés, que nous puissions avoir des ministres,
que nous puissions être aussi dans tous les organes qui sont en train de nous diriger. Voilà, pour moderniser l'agriculture en RDC. Parce qu'aujourd'hui, si quand même le Congolais arrive à manger, c'est grâce à ses mamans maraîchères, ainsi de suite. Mais nous avons quand même besoin de... Le pays a besoin d'une agriculture moderne. Oui. Comme ça, et nous pouvons y arriver. Tel n'est pas le cas ici. Non, ce n'est pas le cas parce que les moyens ne suivent pas. Vous savez, l'agriculture, maman, on ne peut pas faire ça sur fonds propres, qu'on ne vous trompe pas. Les agriculteurs européens... Matata Pogno ici avec Bukangalo ici, sans succès. Ça, c'est la politique. Ça, c'est la politique pour mettre la poudre aux yeux des gens. Ça, ce n'est pas une histoire même à parler. Mais les Congolais eux-mêmes ne sont pas en mesure de faire, d'évoluer, de changer. Mais quels Congolais? Ce sont ces Congolais-là que nous voulons écarter de notre vision. Nous ne voulons plus de ces Congolais-là qui viennent, qui ne comprennent rien, et à qui on donne tous les moyens pour notre secteur. C'est pour ça que ça nous a même poussé à devenir aussi politique. Nous, on ne voulait pas être des politiciens, on est déjà dans les affaires. Nous voyons ces pauvres mamans, ne fût-ce que ces mamans travailler sans tracteur, sans les engins nécessaires, en envie de le faciliter le travail de cultiver la terre. Je vais vous dire une chose, vous savez, même les tracteurs, bien organisés, le Congo n'a pas besoin de tracteurs. On n'a pas besoin de ces tracteurs, c'est question d'une bonne organisation. On sait qu'il y a des terres où, avec 15 personnes, nous pouvons faire 1 hectare jour. Combien déjà, je vous dis déjà que 70 à 80% du monde rural est agricole. Parce que quand on attend l'agriculture, beaucoup pensent tout simplement à la terre. Non, c'est l'ensemble de toutes ces techniques de terre, des animaux utiles à l'homme, tout ça. C'est ça l'agriculture. Donc nous sommes tellement nombreux, 70 à 80% de la population. Imaginez-vous que ne fût-ce que 10% comprennent le bien fondé de notre parti. Ça serait terminé. Et là, on peut faire quelque chose parce que nous pouvons faire la cartographie agricole du Congo. Combien de fois avons-nous parlé de la cartographie avec vous ici? La Banque mondiale qui avait promis de faire ça, nous n'avons jamais vu. Tous ces Européens qui viennent entretenir la pauvreté. Mais nous, Congolais, nous voulons nous prendre en charge. Maman, le moment du réveil a sonné. Le peuple congolais devra se prendre en charge. Quand est-ce que les Congolais vont devoir quitter la pêche artisanale, par exemple? On a attendu les bateaux de pêche jusqu'à maintenant, c'est des promesses en promesses et qu'on sort. Aujourd'hui, si on prend l'Est de la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de bétail, il y a ceux qui font l'élevage par-ci, par-là, mais nous n'arrivons pas ne fût-ce qu'à manger la viande fraîche. Manger la viande fraîche ou le poisson frais à Kinshasa, pour ne parler que de notre ville de Kinshasa, c'est réservé aux nantis. C'est ça, maman. C'est pour ça que je voulais même vous répondre à quelque chose en vous disant que Dieu est vraiment grand pour moi. Parce que s'il avait permis qu'on vende l'air qu'on respire ici, il y aurait des gens qui auraient fait le stock de toute la population dans leur maison, que nous tous nous serions sacrifiés. Donc c'est pour vous dire que tout ça demande une bonne organisation et des moyens. J'ai commencé par vous dire que l'agriculture, on ne peut pas développer ça sur fonds propres. Pour développer, il faut subventionner, bien organiser. On doit savoir qui fait quoi et comment aussi prendre. Par exemple, nous avons besoin de sociétés de sous-traitance. Comment un Congolais peut se permettre de faire 100 hectares lui-même? Il fait le désherbage, lui-même il fait le labour, lui-même il fait l'herçage, lui-même il récolte, lui-même vend, lui-même stocke, transforme. Alors qu'ailleurs, c'est 7 métiers en même temps. Donc, dans chaque unité de sous-traitance, les gens vont trouver de l'emploi. Vous comprenez? Quand vous voyez même beaucoup de Kouloune, moi, ça me fait marrer parfois quand on me dit que les Koulounes qui sont partis à Kanyamakassese se sont transformés. Ils ont commencé, ils font maintenant des champs. Il y a ceux qui bâtissent les maisons et construisent. Mais c'est normal. Le problème du Congolais, beaucoup n'ont pas de travail. Nous avons attendu que ces politiciens nous remettent au travail. Ils ne veulent pas. Le Congolais a besoin des dirigeants qui vont les remettre au travail. Tant qu'on ne remettra pas au travail, n'attendez rien de bon. Il y aura toujours des voleurs, il y aura toujours des Koulouna et consorts. Pour changer, c'est pour ça que nous vous apportons un nouveau discours. Nous n'apportons pas un discours de tribalisme, nous n'apportons pas un discours de régionalisme, nous apportons un discours comment remettre la population au travail et comment faire de nouveaux riches et une nouvelle classe. Parce que vous savez, maman, pardon, ça vous interrompt, je voulais vous dire. Vous voyez, dans notre pays, soit vous êtes vraiment riche, soit vous êtes pauvre. Mais la classe intermédiaire, la classe moyenne, là, des ouvriers et des agriculteurs, on ne les voit pas. Vous comprenez? Comment vous allez, un fonctionnaire qui touche $50,
30 $, 80 $. Et ne fût-ce qu'un sac de foufou, c'est pareil. Et vous allez lui dire, écoutez, votez-moi, parce que vous venez avec des tricots, parce que vous venez avec des casquettes, ou bien vous leur donnez la boisson. C'est ça ma question. Aujourd'hui, tout est monnayé. Hein? À Kinshasa, c'est la pauvreté. Tout est monnayé. Le parti des agriculteurs, je me dis, c'est un parti modeste. C'est un parti où on retrouve une certaine classe. Il y aura un engouement. Les Congolais vont s'intéresser à ce que vous faites, parce que aujourd'hui, c'est l'argent. Hein. Il y a beaucoup de la floraison de partis politiques, là où on donne l'argent facilement, mais vous n'avez pas d'argent. Vous allez faire comment pour gagner la confiance de la population? Maman, d'abord, sachez que moi, rien que l'exemple de l'UNAGRICO, nous n'avons pas monnayé quoi que ce soit, mais nous avons au moins plus de 100 000 membres. 100 000 membres. Ne fût-ce que si un membre cotise pour sa carte 2 $, je crois que ça sera déjà une très bonne chose, rien qu'avec les membres que nous avons, sans même tenir compte des autres. Mais si maintenant, la population arrive à comprendre notre souci de les défendre et de les permettre d'avoir l'argent, parce que tout ce qui arrive dans le pays, on les détourne au détriment de tous ces gens. Comment voulez-vous que nous puissions importer plus de 2 milliards de $ pour les histoires alimentaires, alors que tout ça, nous pouvons les produire nous-mêmes ici? Vous avez parlé tout à l'heure des bateaux de pêche. Effectivement, il y a eu appel d'offres. Il y a eu appel d'offres. On a acheté 15 bateaux. On a acheté chez les Turcs et on a acheté encore, je ne sais pas si c'est où, mais il y a 15 bateaux qui sont en train d'arriver. Mais à qui vont appartenir ces 15 bateaux? On a donné des, allez, appelons ça des ports ou des beaches au niveau des pêcheurs. Mais allez voir aujourd'hui qui sont ceux qui dirigent ça. On nous a même donné des chambres froides. Qui sont ceux qui appartiennent à ces chambres froides maintenant? C'est toujours aux mêmes. Au Tata Mwasi, Mama Leki des ministres, au Coco des généraux, au Patati, tout ça. Et la population et les vrais agriculteurs. Et comment reconnaître les vrais agriculteurs si nous ne sommes pas recensés et si on ne nous organise pas? Vous avez vu 2 expériences, non? L'expérience du président Mobutu avec les Brésiliens, les tracteurs Valmet, et avec les dons japonais aussi. Mais à qui on remettait ça? Au commissaire d'État. Avec le président Kabila, il a aussi fait venir aussi des tracteurs. Mais où sont partis ces tracteurs? On est parti sur la route de Bandundu, on a vu des baleinières, on a tout. Sauf les vrais agriculteurs bénéficiaient de ces tracteurs-là. Ce sont apparemment les individus qui s'intéressent au secteur agricole. Mais pourquoi notre gouvernement, par exemple, ne se donne pas la peine de développer ce secteur? Mais maman, je vous ai dit d'abord, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça demande une bonne organisation. Chez nous, nous avons des espaces qui chôment. On a les espaces. Mais n'oublie pas qu'on change les ministres comme on change de chemise. Donc tous les jours, on change de ministre. Et alors ces ministres-là, il n'y a pas la continuité de la chose publique. C'est que chaque ministre qui arrive recommence. Et comme il recommence, ne comprenant rien, il s'arrête et il attend d'apprendre. Comment voulez-vous que nous puissions progresser? On dirait que c'est fait sciemment pour entretenir la pauvreté dans le secteur agricole. Et c'est pour ça que nous nous révoltons. C'est pour ça que nous prenons maintenant un nouveau discours. C'est pour ça que nous disons il faut que les agriculteurs... Moi, je ne demande même pas aux militaires, je ne demande pas aux autres. Rien que les agriculteurs doivent comprendre qu'il est grand temps qu'on se prenne en charge. Et qu'on arrête de suivre les histoires de polo, qu'on arrête de suivre ces politiciens qui, arrivés au pouvoir, nous oublient. C'est un peu ça. Mais aujourd'hui, les pêcheurs, les éleveurs, ce sont des généraux, ce sont des dignitaires de ces pays. Vous allez arriver à les convaincre pour adhérer à votre parti politique? Ma soeur, adhérera celui qu'il faudra. Nous allons forcer. Il faut aller à Maluku. Nous sommes au niveau de Lukunga, de Tchango. Le parti est implanté un peu partout et nous sommes à ce moment en train de faire une sensibilisation qui va nous amener au mois de mai, peut-être juin. Et après, on va faire maintenant notre réunion au niveau du stade Sainte-Thérèse-Angéli. Nous allons faire 3-4 réunions et vous viendrez peut-être assister pour voir l'engouement, comme vous dites, de ces gens qui étaient négligés, qui étaient utilisés par les politiciens, mais qui ont compris que maintenant, ils doivent se prendre en charge. Et nous voulons que les gens de bonne volonté acceptent de financer ou de donner des cautions pour les agriculteurs. Nous allons faire le maximum, mais ça ne suffira pas parce que pour tous les pays, nous avons besoin de fonds pour pouvoir ne fût-ce que parrainer les agriculteurs qui veulent réellement entrer dans le système. À un certain moment, l'INAGRICO s'est battu bec et ongle pour disponibiliser une cartographie agricole. Où vous en êtes exactement?
Disons la cartographie agricole, madame, sachez que c'est plus au gouvernement ou aux organismes de pouvoir s'en occuper. Nous, ce qu'on avait fait, c'était une cartographie du maraîchage au niveau de Tchango. Et effectivement, nous avons fait ça, nous avons les cartes, nous connaissons nos limites. Et nous épaulons chaque fois les maraîchers qui s'étaient fait, qui s'étaient fait enrôler. C'est un peu ça. C'est une catégorie qui s'intéresse de moins en moins à la politique, bien que vous militez pour leur cause. Vous pensez qu'ils seront le bienvenu, ils vont vous approcher facilement? Vous savez, madame, la politique, que vous vous intéressez ou pas, elle va s'intéresser à vous. Donc ne vous en faites pas. Vous pouvez même dire, je ne m'intéresse pas à la politique. Mais tant que vous avez votre carte d'électeur, tant que vous avez vos pièces, tant que vous avez un passeport, ça veut dire que malgré vous, vous êtes dans le secteur, vous êtes avec eux. Alors, s'intéresser, je ne vois pas comment ils ne pourraient pas s'intéresser. Parce que chacun a besoin de défendre quand même son travail. Ce que nous défendons ici, au fait, madame, je ne sais pas si vous avez compris notre lutte depuis très longtemps. Nous cherchons la professionnalisation du secteur agricole. Il faut qu'on accepte de comprendre qu'il y a des gens qui ne vivent que de ce secteur-là. Et ces gens-là doivent être considérés comme étant des travailleurs, même si c'est leur propre entreprise, parce qu'eux-mêmes font leur petit champ ou leur champ, mais ce sont des travailleurs du Congo. Et on doit les considérer comme tels, ils devraient avoir droit au crédit. Il faudrait que leur terre soit revalorisée et connue. On sait qu'à Massimbanimba, la terre va coûter 1 hectare 10 $. Au niveau de Kenge, c'est 20. En Gandajika, c'est 5. On doit connaître comment est-ce qu'on peut y aller et prendre cette terre, quitte à ce qu'on ait l'assurance agricole, quitte à ce que nous puissions hypothéquer nos terres pour avoir les fonds de démarrage, quitte à ce que l'État puisse nous subventionner pour pouvoir travailler. Vous dites, on va augmenter la production. Mais comment vous allez augmenter la production sans moyens? Pour augmenter la production, il faut des moyens. Et ce sont ces moyens-là que nous allons chercher à l'État. Ce ne sont pas les 1,3% qu'on donne au secteur agricole qui vont nous faire développer. Ils ont ratifié les accords de Maputo. Ils ont ratifié les accords de Gaborone, où on demandait à chaque État 10%. Mais qu'ils mettent 10% de notre budget, comme nous sommes à 14 milliards. Donc nous, on devrait avoir 1,4 milliard. Et à ce moment-là, c'est 1,4 milliard. Nous allons commencer avec quelques agriculteurs, quitte à ce que nous puissions avoir province par province, comme a fait le président avec les 145 territoires, mais maintenant qu'on le fasse dans le secteur agricole, pas dans d'autres secteurs. Et cet argent doit être entre les mains des agriculteurs, pas toujours entre les mains de ces dirigeants qui viennent pour s'enrichir. Que dites-vous de problèmes liés aux intrants agricoles? Ah, ça c'est une autre paire de manches. Là, nous avons un don marocain de 5500 tonnes d'engrais, DAP, qu'on nous a donné par les Marocains. Normalement, quand on donne un don, c'est destiné à être distribué pratiquement gratuitement ou avec un fonds de contrepartie qu'on essaye de remplacer. Donc, ça devrait être moins cher. Mais si je vous dis que ça fait quoi, 6 mois, 7 mois, que ces engrais, on en parle, mais on ne les a jamais vus. Et les intrants, vous allez aujourd'hui, pour importer des produits, au niveau de la DGDA, nous étions là-bas. Ils nous ont dit que les insecticides ne sont pas exonérés, par exemple. Alors que les insecticides, c'est ce qui permet une bonne production. Qu'on le veuille ou pas. Vous voulez une chose et son contraire. C'est ça le problème. Quand on essaye d'exonérer les intrants agricoles, il faudrait qu'on exonère tout ce qui est du secteur agricole. Mais ici, on commence à faire des choix. On commence à vous dire, non, l'exonération là ne servait pas, ne doit pas servir pour des insecticides, mais seulement les herbicides et les fongicides. Mais comment allez-vous utiliser les fongicides et les herbicides sans insecticides? Comment allez-vous ne pas exonérer par exemple les houes, les pelles? C'est vrai que les quincailleries vont en profiter. Mais nous aussi, tant que ça sera destiné à l'agriculture, il faudrait que ça soit aussi exonéré. Mais on ne peut pas faire une partie et l'autre. Et en plus, vous arrivez au port de Matadi, les gens n'en parlent pas. On vous taxe 5 000 $ par conteneur de frais d'assurance. Alors que tout conteneur qui quitte l'Europe doit être assuré. Vous payez un prix CIF, cost insurance fret, donc l'assurance est compris dedans, mais on arrive à Matadi, on vous exige 5 000 $. Comment voulez-vous que les histoires puissent baisser de prix? Aussi bien pour les intrants qu'aussi bien pour les autres histoires. Donc il faut quand même que tout ça doit être discuté au Parlement. On doit connaître qu'est-ce qu'on vote comme loi pour le secteur agricole. Et quand une personne est reconnue qu'elle fait les champs, qu'elle est agriculteur,
quels sont les avantages qu'elle peut bénéficier. Voilà, 2023, année électorale, sauf imprévu, il nous reste 8 mois pour parler des élections. Le parti s'organise comment pour que les agriculteurs qui sont par exemple au Grand Équateur s'intéressent à vous, les agriculteurs de Kasaï central s'intéressent à vous sans problème, parce que c'est bien beau de parler, mais il faut sensibiliser les agriculteurs pour qu'ils puissent adhérer au rassemblement des agriculteurs et pêcheurs du Congo dont vous êtes le numéro 1. Madame, je vais vous demander juste quelque chose. Croyez-vous que si les musulmans du monde entier ou bien de notre pays demandaient à ce que les musulmans puissent se rencontrer à la Mecque ou bien puissent se rencontrer à Kinshasa, tous les musulmans du Congo, faudrait-il qu'on puisse vraiment les sensibiliser? Le fait déjà d'être musulman, chacun va prendre ses responsabilités parce qu'il croit en son Mohamed, il croit en Allah, il sera là. C'est comme aussi les catholiques. Quand aujourd'hui vous avez par exemple le dimanche de Ramon, est-ce que vous appelez pour aller à l'église? Non. Vous vous êtes senti que c'est ce que je dois faire, c'est aller à l'église. C'est comme nous. Aujourd'hui, nous parlons des agriculteurs. Effectivement, nous nous connaissons et les gens qui sont de notre obédience ou bien qui sont dans notre secteur vont se reconnaître à travers nous. Et quand ils vont se reconnaître, ils viendront d'eux-mêmes. On n'a même pas besoin de trop faire d'efforts. C'est question tout simplement d'organiser. On sait qu'on a 150 quartiers à Kinshasa. Quels sont par quartier les gens qui représentent notre secteur? On a tant de communes au niveau, on a 145 territoires. Quels sont les territoires où tout ça, nous sommes en train d'étudier et de monter des stratégies que nous pourrons dévoiler lors de notre meeting de Sainte-Thérèse. Voilà, après remaniement, parlons autre chose. On parle déjà du gouvernement Sama Lukonde 2. Comment vous avez apprécié ces remaniements? Un remaniement technique ou politique? Madame, les remaniements, ça dépend du chef. C'est tout ce que je peux vous répondre. Moi, ce qui m'embête beaucoup dans notre pays, je vais vous le dire aussi, c'est que si ce ne sont pas les papas, ce sont les petits-fils. Si ce n'est pas les petits-fils, ce sont les enfants qui reviennent toujours. On dirait qu'on a un pays depuis 1960 qui est juste destiné à une certaine classe de gens. Vous comprenez? Et ça, c'est ce qui m'embête beaucoup dans le pays. On ne voit pas les véritables changements. Entre autres entrées signalées dans ces gouvernements, il y a Mboussania Mouissi, il y a Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba Gombo. Il était là aussi avant. Bon, nous sommes des citoyens, nous ne pouvons qu'apprécier ce que fait le chef, c'est qu'il sait pourquoi il a fait. Mais ce que nous regrettons, pour dire la vérité, c'est que le Congolais en a marre de voir toujours les mêmes personnes revenir. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait du sang nouveau, quelque chose de nouveau. Moi, un homme comme Jean-Pierre, j'accepte. Parce que c'est quelqu'un, je sais, qui a de bonnes idées. Il a fait de très bonnes études, il a de bonnes idées. Et il peut quand même aider notre gouvernement à tenir tête ou faire tête à tous ces gens qui sont en train de nous menacer. Tandis que notre ministre de l'Agriculture, c'est quelqu'un que je connais aussi très bien. Il est normalement avocat. C'est quelqu'un qui a de bonnes initiatives. J'espère qu'il pourra quand même maîtriser rapidement notre... Parce que lui-même aussi est éleveur, donc c'est une bonne chose. J'apprécie, je ne vois pas de mal. Notre grand problème, c'est que les chefs doivent être bien entourés. On peut mettre n'importe qui comme chef, mais c'est maintenant l'entourage là qui comptera beaucoup. Les gens qui comprennent réellement ce que nous attendons d'eux. Les chefs peuvent être là, mais il faut qu'on lui dise ce qu'il faut faire. Et là où on est arrivé, c'est comme avec le ministre Jean-Pierre. Si aujourd'hui on ne lui dit pas à quel niveau est la guerre, comment on s'y était pris, il va revenir avec un système, parce qu'il était quand même en prison, qu'on ne le veuille pas, pendant un certain temps, il a perdu aussi le contrôle de tout ça. Maintenant, il faut qu'il apprenne là où on en est et prendre rapidement des décisions. Parce que c'est à partir de ces décisions-là que nous pourrons le juger. Mais c'est un Congolais quand même, il suit de près la situation de l'Est de la RDC. Madame, ne t'en fais pas. Quand tu n'es pas libre, parfois tu perds beaucoup de choses aussi. Quand tu n'es pas libre. Maintenant qu'il est revenu, j'ose croire qu'il va s'entourer de bonnes personnes qui comprennent bien la guerre, qui sont réellement des Congolais. Parce que je sais que lui, c'est vraiment un patriote, un nationaliste. Donc il va mettre les gens qu'il faut. Et nous pourrons à ce moment-là nous organiser pour faire face à tout ça. Avec Bemba, vous pensez qu'on peut parler du rétablissement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo et de la sécurité dans la partie Est? Moi, je crois. Je crois. C'est un homme de... C'est quelqu'un sur qui on peut compter pour le rétablir. Vous savez, la question que vous me posez là, à un moment donné, on avait posé au président de Gaulle sur Churchill.
On a demandé à De Gaulle, au président De Gaulle, que pensez-vous de Churchill après la Seconde Guerre mondiale? Il avait dit quelque chose de très important. Il a dit Churchill, c'est quelqu'un de c'est un grand chef, c'est un grand leader pendant les temps de guerre. Mais pendant les temps de paix, c'est un piètre dirigeant. Tu comprends? Donc, De Gaulle appréciait Churchill pendant la guerre et pendant le temps de paix, il n'appréciait pas tellement Churchill. Il disait que ce n'est pas un bon leader. Vous comprenez? Avec Jean-Pierre, moi, pendant ce temps de guerre, je suis sûr que Jean-Pierre est l'homme qu'il faut à cet endroit-là. Et avec Vital Kamerhe, il y aura stabilité du cadre macroéconomique? Je n'ai jamais travaillé avec eux et je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ça, c'est le chef qui connaît pourquoi il a mis. Donc, il doit avoir des qualités que nous, Congolais, nous ne connaissons pas. Et on verra bien. De toute façon, il a pris l'économie et c'est vital pour le pays. Le pays a besoin de la stabilité du cadre macroéconomique dans le but de préserver le pouvoir d'achat par la valorisation de la monnaie nationale. C'est ça. Wait and see. Voyons voir ce qu'il fera. Voilà. Mais cette fois-ci, nous le suivrons quand même un peu plus à la loupe. Voilà. La semaine passée aussi a été marquée par la mise en place au sein de la police nationale. Très bien. Très, très bien. J'ai apprécié cette mise en place. J'ai vu des hommes comme notre ami Anongaboni devenir chef de la police. Ça, c'est des messieurs qui méritent vraiment leur place. Et ça, je suis très, très content de ce qui s'est passé. Même pour la ville de Kinshasa, c'est lui qui a remplacé le général Kassongo. C'est vrai que Kassongo travaillait aussi, mais à un moment donné, il ne faut pas trop que les gens s'habituent au chef. J'ose croire qu'il était temps pour qu'il se déplace un peu, qu'on le mette, pour mettre une autre personne qui n'a pas trop d'habitude avec tout ce monde. Voilà, autre chose, l'opération coup de poing continue à faire parler d'elle. Pas plus tard que ce lundi, on a vu encore des démolitions, ainsi de suite. Ça continue à perturber la quiétude, entre autres, de la population congolaise et consorts. Que vous inspire cette opération coup de poing? L'opération est très bonne, mais le moment est mal choisi. Moi, j'ose croire que ce n'est pas maintenant que les gens sont occupés à préparer les élections, sont occupés à voir qui va nous diriger, qu'on puisse démolir les maisons des pauvres habitants. Ça a déjà commencé. Peut-être qu'il serait temps qu'ils arrêtent quand même. Ce ne sont pas des règlements de compte. Non, ce n'est pas si je prends l'exemple au cimetière de Kintsuka, c'est là où il fallait démolir, continuer à démolir jusqu'à ce que tout sera à la normale. Mais ça ne se fait pas. L'opération coup de poing continue ailleurs. Mais madame, quand vous démolissez, mais donnez aussi en contrepartie quelque chose à ces gens qui vous avez démoli leur maison, parce que c'est leur habitation. Ils vont dormir à la belle étoile. Et après, les mêmes personnes vont venir pour que ces gens-là puissent les élire. Il faut une bonne cartographie qu'on mette à la disposition de toute la population, la cartographie ou l'urbanisation de la ville de Kinshasa, pour dire aux gens, voici ce que nous allons faire. Tel endroit. Matete, ne construisez pas à tel endroit. On vous donne une année après les élections. Sachez que nous allons revenir à cette action. Lemba, tel endroit, pour que les gens se préparent. Mais quand vous venez démolir du coup, comment ces gens vont-ils s'y prendre avec les enfants pendant cette saison de pluie? C'est ça le grand problème. Nous ne condamnons pas l'opération, mais nous condamnons le moment. Parce que vous allez aujourd'hui, vous savez que même cette démolition, il y a des gens qui ne parleront plus du président Tshisekedi. À un moment, ils diront toujours alors que ce n'est même pas lui. Ou bien parler de Gentini. Les gens vont dire gouverneur Nabino Naboukela Sondako. Et après, Azokoya, poto voter. Non, le grand problème, il faut savoir le moment. Le moment est mal choisi. Voilà. Et les gens n'arrivent pas à leur dire ça en face. C'est pour ça que je profite de cette antenne pour dire c'est très bien la démolition, mais il faut voir aussi le moment et peut-être ne faire que des mises en demeure, laisser aux gens même une année pour se préparer à cette démolition. À 8 mois de la tenue des élections, les alliances se font, les torchons brûlent entre Martin Fayulu et Mozito. Nous avons vu, pas plus tard que ce lundi, un mouvement de protestation de militants du parti de Jean-Marc Abounda, Alliance pour le changement, et réclament à tout prix la libération de leur leader politique. L'opposition au sein du FCC, il y a aussi des déchirures. André Atundu qui a quitté le FCC pour l'Union Sacrée. Tout ça là, ça vous inspire quoi?
C'est tout simplement qu'ils visent leurs intérêts, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Les politiciens congolais, ça n'existe pas. Moi, je crois que c'est tous des girouettes. Donc ça tourne en fonction du vent. N'importe qui change vite. Comment voulez-vous, moi, si c'était moi, je suis resté, si j'étais resté avec le président Kabila pendant 10, 15 ans, et que j'ai eu même à parler à la télévision que je ne suis qu'avec Kabila ou rien, et aujourd'hui, brusquement, vous tournez votre veste. Mais c'est en vertu de quoi? C'est que vous n'avez pas bien lu son projet de société? Ou bien c'est en fonction de l'argent qu'on vous donnait? C'est déjà ça la question qu'on doit se poser avec nos politiciens. Et après cela, vous parlez de Mouzito et de Fayoul. Mais maman, mais c'est les oiseaux de même plumage. Comment est-ce qu'ils peuvent encore, eux deux, avoir des problèmes? Parce qu'ils ont fait un bout de temps. On arrive aux élections, vous vous séparez même. Alors vous ne voyez pas l'intérêt du peuple, vous voyez votre propre intérêt. Et c'est cette histoire-là que nous ne voulons plus. Vous comprenez? Vous allez me parler de Kabound. Mais les mêmes militants-là de Kabound étaient dans l'UDPS. C'est le même projet de société que Kabound a pris. Il est en train de... Vous allez me dire que Kabound a changé de visage, Kabound a changé de façon de diriger. Non! Tout le monde vise son ventre. C'est ça le grand problème des politiciens congolais. Tant que nous n'aurons pas une classe de politiciens qui vont comprendre qu'on doit lutter pour le peuple, qu'on est là pour le peuple. C'est comme ça que vous voyez même l'Est là, en train un tout petit peu profiter à ces Rwandais, parce que la plupart des politiciens qui sont dans l'hémicycle là, les parlementaires eux-mêmes sont complices de l'histoire. Mais nous devons avoir le courage de chasser ces gens-là, qu'on dise, vous voulez être Congolais, restez, mais pas n'importe comment. Et je ne sais pas si vous me permettez de placer un petit mot sur la loi Tchani. Je vais vous dire quelque chose, madame. N'a peur de la loi Tchani que l'homme qui ne se sent pas congolais. On ne dit pas que nous chassons les étrangers qui veulent être des Congolais. Vous comprenez? Nous avons Kazem, si c'est Kazem Al-Boumbashi. Nous avons beaucoup de gens qui ont pris la nationalité congolaise. Ces gens peuvent rester avec la nationalité congolaise, mais ne peuvent pas accéder à des postes régaliennes. Vous comprenez? Mais le problème est que qui ont détruit notre pays, ce sont des Congolais, des pères et des mères. Non, et maman. Même Noël Tchani, on l'accuse aussi d'être buté, un problème de double nationalité. Non, mais lui ne dit pas que Tchani ne sera pas non plus président. Depuis 1960 jusqu'à maintenant. Mais maman, si on vote cette loi-là, parce que la loi déjà existait à l'époque du Zaïre de Mobutu, il est écrit que ne peut être président que celui qui est des pères et des mères. C'est une ancienne loi, ce n'est pas une nouvelle loi. Les gens croient que Tchani a inventé, non. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Nous voulons que tous ces gens restent des Congolais. Vous comprenez? Mais nous ne permettrons plus qu'il soit par exemple ministre de la Défense, qu'il soit par exemple ministre des Affaires étrangères, qu'il soit président de la République. Ça, on n'acceptera plus. C'est ce que les gens ne veulent pas dire. Mais au Koya Lamboka politique à la présidente quand même. Voilà. C'est ça. La loi Tchani est importante, mais il faut savoir expliquer aux populations comme il se doit. On ne refuse pas la nationalité congolaise à qui que ce soit, mais on refuse que ce soit un étranger qui nous dirige encore. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Monsieur Pierre Boukassa, vous êtes notre invité de ce soir, président du Rassemblement des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Congo. Un message particulier pour clôturer l'émission. Ce que je demande, c'est tout simplement à nos concitoyens de pouvoir soutenir le parti, de comprendre que ventre affamé n'a point d'oreille, parce que tout ce que nous parlons et tout ce que nous vivons dans ce pays, c'est parce que les gens ne sont pas remis au travail. Rien qu'avec l'agriculture, nous pouvons remettre une bonne partie de la population au travail. En organisant notre secteur, nous sommes sûrs d'y arriver. Et ce secteur permettra aussi de sécuriser l'ensemble du territoire. Donc le siège du parti est à Ngaliema, au niveau de l'écurie numéro 3. Mais tous ceux qui veulent aussi peuvent m'appeler à tout moment. Nous allons toujours leur expliquer le pourquoi du parti. Voilà, merci pour ceux qui nous ont pris en cours. Nous avons échangé pendant 45 minutes imparties à cette émission avec le président du parti Rassemblement des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Congo, M. Pierre Boukassa. La rediffusion, c'est demain à 12h30 heure de Kinshasa. Merci à la chaîne de référence pour avoir disponibilisé ces programmes. Merci aux preneurs de vue et merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et intérêt. Nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.